Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h. Greenwich Mean Time, Christian Wigan Toumi fait ses adieux aux fidèles de l'archevêché de Douala ainsi qu'aux hommes politiques. L'archevêque émérite de Douala, décédé le 3 avril dernier à l'âge de 91 ans, a connu une ascension fulgurante au sein de l'Église catholique. Prêtre à 36 ans, évêque 13 ans plus tard, archevêque métropolitain de Garoua à 55 ans et cardinal à 58 ans. Arrivé à la tête de l'archidiocèse de Douala, au cœur des années de braise en 1991, le cardinal Toumi se fait remarquer comme militant actif en vue de l'avènement et de l'instauration de la démocratie, ce qui a souvent suscité des craintes de la part du pouvoir de Yaoundé. Au cours des dernières années de sa vie, le cardinal Toumi va s'engager véritablement pour la paix dans les régions anglophones du Cameroun en crise depuis 2016. Réputé pour sa liberté de ton et ses positions tranchées vis-à-vis du gouvernement, le gouvernement ainsi que les séparatistes vont tour à tour, chacun pour chacun, le soupçonner de défendre les intérêts du camp adverse. Il dira d'ailleurs dans son ouvrage Manui en captivité, et pour marquer et maintenir sa neutralité, il va dire ceci: je ne soutiens pas ce qu'ils font, parlant des séparatistes, je ne soutiens pas la répression du gouvernement qui a conduit à la prise d'armes. Fin de citation. Attaché à cette paix dans le nord-ouest et le sud-ouest, il est l'un des artisans pour l'organisation de la conférence générale anglophone qui malheureusement n'a pas pu se tenir de son vivant, faute de soutien du régime. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée depuis Douala par Cédric Noufelet, tout de suite après le débrief du journal, et ce sera toujours en direct de Yaoundé. Christian Cardinal Toumi, de la controverse à la sanctification, pour essayer de comprendre ce cheminement. Nous avons invité en plateau ce soir, une fois de plus, je veux dire, Léopold Dassy. Voilà, Léopold Dassy, bonsoir, bienvenue. Quand je dis une fois de plus, chaque fois que bien sûr. Vous avez remarqué, il est là le lundi. Tout à fait. C'est un grand privilège d'être là, oui. d'ouvrir le bal de la messe à Yaoundé. C'est un honneur pour nous d'être là comme ça en tant que journaliste messager. Donc on vient avec fierté parce que c'est une reconnaissance quelque part de ce que nous faisons chaque jour. Oui. On passe de l'écrit à l'oralité et on espère bien être à la hauteur au cours de cette émission qui est très alléchante, surtout quand ça concerne le cardinal, un homme de haute poigne, connu dans ce pays pour ses prises de position, non pas seulement pour l'évangélisation des masses, mais également pour leur culture, leur libération en termes de liberté politique au quotidien. Donc pour moi, c'est un grand honneur, un privilège de parler et de rendre hommage à la mémoire de ce grand homme qui nous a quittés quelques jours. C'est une perte, qu'on le veuille ou pas, pour nous autres, pour la classe politique entière et pour l'Église. Parce qu'en même temps, il était dignitaire de l'Église, en même temps, il était dignitaire de la République, il faut le dire ainsi, par ses prises de position. Il aurait pu être le chef de l'État du pays, s'il avait voulu, je le crois. Il aurait pu être voté, vu, tout à fait, vu la position, ses prises de position, son point de vue sur ce qu'il disait au quotidien. On sentait que c'était un homme presque d'État, vu sa vie désintéressée, un homme de point de vue, franchement, c'est avec beaucoup d'émotion que nous allons parler de lui cet après-midi ce soir. Voilà. À côté de vous, Aristide Mono. Bonsoir Aristide. Bonsoir Serge Aléontouf, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox ce soir, bonsoir aux co-discutants du soir. C'est toujours avec un immense plaisir que j'y réponds à vos sollicitations et surtout lorsque ça se joue à Yaoundé, à domicile, je ne peux que me sentir à domicile, en plus à l'aise parce qu'il n'y a pas le stress du voyage de Douala et tout. J'aimerais profiter de ce propos liminaire pour vous féliciter la grande équipe d'Equinox ce soir au regard des différentes satisfactions qui ont été reconnues par des awards. Equinox ce soir a été présenté comme la meilleure, je ne vais pas dire l'une des meilleures parce qu'il faut être un peu plus juste, un peu plus cru lorsqu'il faut reconnaître le travail qui est abattu par les uns et les autres. Je pense qu'en 2020 ça a été vraiment la totale avec
une certaine régularité dans une période de crise sanitaire assez poussée, où il n'était pas vraiment question d'avoir 1000 personnes sur un plateau, mais vous l'avez fait à travers la magie du virtuel. Et je pense qu'à aucun moment, personne ne s'est senti vraiment gêné ou agacé par les grandes productions, les hautes productions. Et je pense qu'au-delà des polémiques qui peuvent être entretenues par des uns et des autres sur les critères qui sont arrêtés pour décerner les prix à tel ou tel journaliste, à telle ou telle émission, je pense qu'il doit régner une certaine humilité de la part de ceux qui entretiennent cette polémique, qu'ils travaillent plutôt pour produire, livrer aux Camerounais des émissions où on a la possibilité de tirer sur le présentateur, tirer sur la chaîne de télévision sans toutefois qu'on soit censuré. Donc je pense qu'il est important de reconnaître de manière solennelle en tant qu'observateur et personne ressource de certains programmes d'Equinox, de vous féliciter et de vous souhaiter beaucoup de chance, beaucoup de bonnes choses dans votre carrière. Pourquoi pas être reçu aussi par le président de la République, comme ça a été le cas dans la sous-région récemment. Je vous ai vu, Ophélie et vous, interviewer les hautes personnalités de la sous-région, des présidents de la République. Donc forcément, on s'attend à ce que le président de la République puisse procéder à ce mimétisme qui va apporter quand même un plus à la presse privée qui est aujourd'hui de plus en plus marginalisée, qui se sent de plus en plus frustrée, qui vit dans la galère de manière un peu globale. Ok, merci. J'espère qu'ils ont suivi. Effectivement. Ok, voilà Aristide Mono, je reste quand même avec vous. Cardinal Toumi, restons sur d'abord la controverse. Qu'est-ce qui a contribué à entretenir la controverse autour du cardinal Toumi? La controverse est liée tout simplement au système politique camerounais qui, ma foi, adossé sur une maxime qui manque d'assises scientifiques, d'assises objectives. Parce que lorsqu'on dit par exemple la politique aux politiciens, l'école aux écoliers, l'université aux universitaires, ça signifie que d'office on bâtit une société totalement apolitique, parce que la chose politique doit revenir à une certaine catégorie d'illuminés qui parfois ne bénéficient pas de tout l'assentiment de la population, ou alors qui ne totalisent pas des ressources nécessaires pour s'arroger ce type de privilèges. Donc c'est en fait le début de la controverse, c'est l'origine même de la controverse, c'est-à-dire la politique aux politiciens et le reste de la société regarde en spectateur. On sait bel et bien que de par notre origine, nous sommes des sujets politiques. Ailleurs, on parle généralement de l'animal politique. Oui. Nous sommes des êtres humains, sont d'abord des animaux politiques, et c'est ce qui les distancie en fait des animaux qu'on retrouve en brousse. Donc, du moment où on veut retirer la qualité de politique ou alors de politicien à un individu, du coup, on veut faire de lui un mouton. Donc, il y a cette perception de la chose qui a été insérée dans la carte mentale de la société, de sorte que lorsqu'on voit un prélat, un homme d'église, c'est-à-dire un outsider du champ politique défini par le système, on estime qu'il est vraiment, dans l'égarement total, parce qu'il ne devait pas se préoccuper de ces choses, qu'il s'occupe tout simplement des confessions, qu'il s'occupe du partage de la communion à l'église, qu'il s'occupe tout simplement de sa micre, ou alors de sa crosse. Donc il ne devrait pas mettre sa bouche dans des histoires qui sont présentées comme des précarés de quelques illuminés. Et c'est là où se trouve donc le problème. Le cardinal Toumi, c'est quelqu'un qui décide de sortir de cette maxime qui vise à dociliser les Camerounais, qui vise à les marginaliser, à les amener à s'auto-censurer sur des questions politiques. Le cardinal Toumi a dit, malgré la forte politisation de l'Église au Cameroun, lorsqu'on parle de la forte politisation, ce n'est pas parce que le personnel religieux est assez politisé, mais c'est que la hiérarchie, le leadership religieux au Cameroun est totalement politisé. C'est-à-dire qu'il y a certaines considérations politiques qui sont toujours
prises en compte lorsqu'on veut opérer, par exemple, un choix, on veut choisir un archevêque, on veut choisir un évêque, ainsi de suite. Donc, il y a toujours ces considérations. Mais il a dit, il fait totalement abstraction de cela. Il fait abstraction des coûts. Parce qu'après, il y a souvent des coûts. On a eu des religieux dans ce pays qui ont pris des coups du politique. Il y a ceux-là qui sont même quittés de cette terre du fait du politique parce qu'ils ont empiété dans ce qu'on peut qualifier du précaré des illuminés politiques. Donc le cardinal Toumi, c'est donc la controverse vient donc du fait que certains ont voulu le cantonner dans sa sphère purement ecclésiastique, mais il a fait des efforts pour démontrer qu'au-delà de tout, on reste d'abord des citoyens. On peut être prêtre, mais on est d'abord citoyen, on appartient à une cité et on a le droit de pouvoir s'exprimer, de dire ou alors de décider. Lorsqu'on n'est pas d'accord, on a également le devoir de participer pour que la société puisse connaître un développement. Et je pense que pour ce qui est de ce premier propos, c'est là où se situe en fait la controverse, c'est-à-dire il est sorti du sentier qui a été défini. On attend l'homme de l'Église. Voilà, et non celui qui vient par de la politique. Ok, avant de passer la parole à Léopold Dacier, on accueille Arsène Batogo. Arsène, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alantou, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox ce soir. Le plaisir est pour moi d'être là malgré mon petit retard. C'est pas dans mes habitudes, hein. Vous le savez très bien, toutes mes excuses. Les aptitudes et la politesse des rois. Ah, bien évidemment. On m'a souvent dit Abel Bengue Moussi. Bien évidemment. Personnellement, parce que je veux qu'on me respecte, parce que je veux qu'on soit à l'heure à mes rendez-vous. Et moi aussi, j'aime bien respecter les autres et être à leur rendez-vous. Je crois qu'aujourd'hui, ça a fait une exception qui n'annule pas la règle. Oui, autant pour moi également de saluer tous les amis politiques qui nous regardent et particulièrement ceux qui sont encore incarcérés. Je pense à notre trésorier national, professeur Alain Foguet. Je pense également au porte-parole du président Maurice Kamto, Bibou Nissak, et les autres 134 prisonniers politiques à Douala, Yaoundé et Yoko qui sont encore incarcérés. Voilà, Léopold Dacier, il y a une date. Le cardinal arrive à Douala en 1991. Comment interpréter cela? C'était une volonté du Vatican de positionner à Douala quelqu'un qui pourra peut-être faire bouger les lignes. Comment vous interprétez l'arrivée du cardinal Toumi en pleine année de braise? Oui, à Douala, surtout. 91, c'est l'année de braise, comme tu le dis, au Cameroun, surtout avec la chute du mur de Berlin, le vent d'est qui a soufflé sauvagement sur le continent africain. On sait que Mitterrand quand même a retenu un peu l'élan avec son discours de la Bolle. Il dit qu'aujourd'hui c'était une stratégie pour atténuer les impacts de ce vent. Donc lorsque Toumi lui-même, Christian Toumi, le général de Dieu, le vrai, lorsqu'il s'en va à Douala, soit commis par le Vatican ou bien par le dessein de Dieu, qu'il soit au Vatican, je crois que c'est là que Toumi soit à Douala ou ailleurs sur le territoire national. Je pense que il était, et là je suis en train de suivre ce que Mono dit tout à l'heure, c'est qu'il est une nuisance pour le pouvoir politique. Je vais finir par là, mais je commence par ici. Souvenons-nous que Toumi se situe dans la lignée des hommes d'église comme Dormou, voyez-vous, qui a donné des sueurs froides et les insomnies au pouvoir d'Amadou Ahidjo à la veille des indépendances et pendant les indépendances, juste après les indépendances. Son rôle avec le maquis pour la libération du Cameroun a été de ce fait déterminant, et vous voyez que finalement il a été exilé au Canada parce que le pouvoir trouvait qu'il n'avait pas sa place au Cameroun du fait de sa proximité, prouvée ou non, avec les maquisards que je mets entre guillemets ou les indépendistes de l'époque. Donc, lorsque Christian Toumi, en 91, déjà il avait déjà commencé à montrer les couleurs lorsqu'il dirigeait la conférence épiscopale du Cameroun, on a vu que c'était un homme qui avait le ton dur et vrai, qui rentrait dans le mille, dans les problèmes dans le mille, sans hésitation, et le disait comme il fallait le dire et sans crainte. Pour anecdote, vous vous souvenez que pendant ce temps-là, le président Biya a donné une limousine, je dirais Mercedes, au président Toumi, et que lors d'une sortie, il est allé de manière véhémente. Il a eu une réplique à notre télévision nationale,
Et puis, dans la mouvance des diatribes qui allaient gauche, à droite, le président, le cardinal Toumi a dit ceci de manière nette et claire, que si le président de la République récupérer sa voiture, c'est encore là. Vous comprenez? Ça a montré, et nous étions dans une période difficile, où les hommes étaient à la recherche des derniers parce que les programmes d'ajustement structurel avaient plongé le pays dans la pauvreté extrême et que Toumi, j'étais comme ça à la pâture et la va-vite. Cette offre présidentielle montrait déjà à suffisance aux derniers des Camerounais que c'était un homme intègre. Donc pour moi, lorsqu'aujourd'hui le président, le régime en place cerne le cardinal Christian Toumi, c'est parce qu'il y avait en arrière-plan l'image Ndomo, lorsqu'il l'avait menacé, lorsqu'il avait donné des temps difficiles et des fraudes, comme je disais tantôt, au pouvoir de Yaoundé, donc le cardinal Toumi venait comme une récidive, une autre plaie béante qui a, de manière difficile, c'est seulement que le foyer a changé, Konsamba est devenu Douala, et Douala la rebelle. Et Léopoldo, vous voulez nous faire comprendre que le président Aïdjo avait Monseigneur Ndormo, le président Biya a le cardinal Toumi, c'est ça? On ne peut pas conclure de manière aussi merveilleuse que ça. C'est pour vous dire que le président Biya n'a jamais, surtout que les deux sont presque de la même génération, oui, même âge. Donc quand il parlait au président Biya, comme on ne te présente plus à l'élection présidentielle, vous savez qu'il y allait sans, pas du dos de la cuillère, il lui dit de manière claire, comment on dirait un ami. Lorsqu'il a voulu organiser en ce dernier temps la conférence, la troisième anglophone conférence, vous voyez qu'il n'a pas hésité. Et qu'il a dit de manière claire qu'il est la solution pour le règlement de la crise anglophone. Il est vrai que le président a compris qu'en laissant la possibilité, là c'est une analyse politique maintenant que je fais, en laissant la possibilité à cet homme d'aller jusqu'au bout de son initiative, certainement qu'il va ressortir de là avec beaucoup de retombées et que le pouvoir pourrait s'affaiblir et que lui serait considéré peut-être, personne ne pouvait savoir ce que fera Toumi. Souvenez-vous du Gabon à côté où on a vu le père Bossolo chercher à être président de la République. Ouais. Ça pourrait nous revenir ici au Cameroun. Donc le pouvoir le regarder avec beaucoup de méfiance, disant qu'à tout moment cet homme peut se retrouver dans l'arène politique, et c'était là que Bono disait qu'il pouvait, que c'est pour ça qu'il était combattu. Donc personne ne savait. Et j'ai suivi un jour même le communicant du RDP, c'est le ministre, le ministre secrétaire, le ministre d'État, Femme Dongou, demandait que s'il veut être candidat, qu'il enlève la soutane et qu'il s'agit dans la faute dans l'arène. Il l'a dit. Et il l'a pas fait. Il est resté ministre de Dieu. Et tout le temps qu'il a été dans son ministère au Cameroun, disons-nous qu'il a géré le pouvoir. Mais on va parler de ça en deuxième partie, certainement, quand on va poser la question. Jusqu'au grand dialogue national, c'est là où j'ai vu Toumi revenir. Mais avant, lorsqu'il a proposé, j'ai entendu les gens de Chevaux à Douala le traiter le grand cardinal. Tout un cardinal, le premier Cameroun, le traité de terroriste. À Douala, on a entendu les hommes politiques camerounais dire comme ça, le traité de terroriste, que ça n'a ému personne dans ce pays, que le grand cardinal Toumi soit traité de terroriste. J'ai entendu, à moins si on ne l'acclamait pas. Et c'est des hommes politiques qui n'ont aucune épaisseur. Qu'il était ainsi, le cardinal, c'est un terroriste d'où il va, tout simplement parce qu'il a initié, qu'il devrait organiser cette conférence-là. Mais voyez-vous, finalement, on l'a récupéré dans le grand dialogue où il a occupé la direction d'une commission. C'est dire combien son message était perçu à Étourdissin sur 5 et que lorsqu'il a été intégré comme cela, comme membre président de cette commission, c'était pas en vain. Et dernière si je me permets de le terminer par là, vous devinez également qu'il a été arrêté. Oui. La controverse n'est pas restée seulement avec le pouvoir, même avec les séparatistes, la controverse est née. On a commencé à penser qu'il a trahi la cause anglophone, au point lorsqu'il est rentré à Banso avec le roi des Sceaux, il a été arrêté, kidnappé. Pendant un jour durant sur les réseaux sociaux, on a vu cet homme de Dieu, je ne vais pas dire grand homme, c'est Dieu qui connaît la valeur de chacun, on a vu kidnappé par des séparatistes, on lui posait des questions n'importe comment et n'importe où, il se mettait à répondre comme un gamin. Ça donc dit que finalement, le pouvoir qui le combattait vers la fin de sa vie, finalement, on a l'impression qu'il s'est rangé, il est revenu à de meilleurs sentiments, peut-on le dire comme ça, mais j'ai l'impression, et il a été finalement combattu par ceux qui semblaient être les siens. Voilà. Arsène Batsogo, pour vous, la controverse autour du cardinal Toumi, elle vient d'où? Alors, pourquoi le pouvoir a entretenu cette idée autour du cardinal Toumi? La controverse autour du cardinal Christian Toumi peut venir de plusieurs bords. De plusieurs bords parce que, en tant qu'un homme d'église, un homme de Dieu, il s'est défendu toute sa vie pour garder sa conscience. Garder sa conscience face à ce qu'il voyait et il vivait au quotidien. Les questions de justice sociale, par exemple. Les questions d'inégalité dans la répartition des biens.
des questions de justice dans la gestion des affaires, des questions par exemple de mauvaise organisation des élections, puisqu'il s'est prononcé sur tous ces sujets, des questions d'équité, des questions de tribalisme, où pour lui c'était une minorité sur les 230 tribus qui géraient. Donc lui, en tant qu'un homme de Dieu qui doit prêcher la droiture, alors il avait sa conscience et il s'étonnait que la majorité de ces hauts commis de l'État, des ministres et autres, qui sont devenus des voleurs, des prébendiers, aient fréquenté des écoles catholiques, par exemple. Où à l'école catholique, il y a un enseignement pratique sur la catéchèse, sur la morale, le caractère sacré de la chose publique. Lorsqu'on vous confie la gestion de la chose publique, ça revêt un caractère sacré. Il y a donc toutes ces thématiques-là qui, pour le cardinal, il était étonné de constater que ceux qui ont été de très bons élèves dans les écoles catholiques, assidus, avec une apparence pieuse, se retrouvent donc des grands bandits, des grands voleurs, se retrouvent des gens qui ont presque tué leur conscience dans les pratiques qu'ils font. C'est pour ça donc que, sous le prisme de la soutane d'un berger, pour moi, ces sorties étaient des rappels pour leur dire, souvenez-vous de votre éducation parce que les Saintes Écritures disent, montre à l'enfant les voies qu'il doit suivre quand il est encore petit, en sorte que lorsqu'il sera grand, qu'il s'en souvienne de ces voies-là. Christian Toumi était donc étonné que l'Église catholique qui a formé donc la plupart de ces hauts commis, qui ont fait le collège d'Aconon, Sacré-Cœur de Makar par-ci, la retraite par-là, le mythique collège de Volier, comment est-ce qu'on l'appelle encore Vorte. Un collège Vorte, et bien d'autres à Douala et autres. Liberman. Voilà, Liberman. Que tous ces grands, ces ambassadeurs, ces ministres, ces directeurs généraux, et même le président qui avait une vocation à coloration de prélat, parce qu'il a été au séminaire, tout le monde l'attendait à devenir prêtre, et il a finalement viré dans l'administration pour devenir plus tard un homme, un chef d'État. Alors, Christian Toumi est donc étonné de ce que, comment, en si peu de temps, ceux-là qui ont reçu un fondement sur les valeurs chrétiennes, les valeurs catholiques, se sont dégénérés, ont été facilement corrompus, moralement parlant, pour poser des actes aussi infâmes, des actes aussi odieux, des actes aussi crapuleux. Donc ça, c'est la première lecture que je fais sur le plan maintenant. Cardinal Christian Toumi également, en tant qu'un homme de Dieu, se doit de dire la vérité. Parce que quand vous êtes prédicateur de l'évangile, le prédicateur de l'évangile, c'est celui qui dénonce, qui fustige, qui condamne le mal, qui ne le caresse pas. En même temps qu'on condamne, il rappelle la voie à suivre. Voilà pourquoi, à un moment donné, il était devenu très prolixe dans les sorties médiatiques, tout simplement. Et ceux qui le critiquaient, ceux qui estimaient qu'il devrait plutôt enlever la soutane pour porter la toge d'homme politique, c'était justement ce dont le message, tout au moins les sorties du cardinal Christian Toumi, faisaient mal. D'ailleurs, au Cameroun, on l'a constaté, et ça se vit tous les jours au quotidien, que ceux qui disent la vérité ont fait tout pour vous ravalonner, pour essayer de vous cloisonner dans un petit cadre d'expression, soit d'ordre tribal, soit d'ordre ecclésiastique. On cherche d'ordre sociologique. Bien évidemment. Si vous êtes de l'Ouest, proximité sociologique. Alors on vous dit que parce que vous êtes Bamileke, si vous êtes du centre, on va toujours trouver un cadre. Si vous êtes Bassa, si vous êtes du Nord, on va toujours essayer de vous coller des stéréotypes, comme si en réalité, ce que vous dénoncez relève tout simplement des griefs. Et même quand ce serait des griefs de frustration, on ne prend pas toujours en compte ce que les gens disent. Quand vous regardez dans la posture du cardinal Christian Toumi, lui peut-être parce qu'il est un homme d'église, mais il y a des hommes de lettres, il y a des hommes de droit au Cameroun qui ont épousé plus ou moins la posture du cardinal Christian Toumi, mais qui ont également été, bien évidemment, si ce n'est pas stigmatisés, brutalisés même, violentés à un moment donné. On se pose la question parfois sur leur disparition, soit douteuse, soit précoce, parce qu'ils ont osé parler, ils ont osé formuler des critiques
acerbe, mais fondé sur la gouvernance aujourd'hui. Donc voilà les deux premières lectures que je peux faire sur la controverse qui se discute autour de la vie de Christian Toumi. Aristide Mouno, comment comprendre ces rapports parfois très tendus entre le pouvoir et l'Église catholique? On va un peu sortir du Cameroun. On a vu le travail abattu par l'Église catholique pour c'est-à-dire le passage de témoin entre Kabila fils et Tshisekedi fils. Tu veux le dire comme ça. L'Église catholique a abattu un travail considérable en RDC. Revenons au Cameroun maintenant. Est-ce que le regard que le pouvoir a vis-à-vis de l'Église catholique, je veux dire du côté de Douala, et l'Église catholique du côté de Yaoundé peut être perçue de la même façon? Parce qu'on a vu les sorties du Monseigneur Cléda après la présidentielle 2018. Tout de suite après, l'archevêque de Yaoundé venait dire le contraire. Exactement. Un est contre, l'autre est pour. Votre analyse, Aristide Mouno. J'ai parlé tout à l'heure de la question de la forte politisation du leadership religieux au Cameroun. Vous avez bien fait de relever ces oppositions latentes entre l'archevêché de Yaoundé et l'archevêché de Douala. Et je pense que cela s'inscrit dans une certaine historicité. On connaît bel et bien comment est-ce qu'il y a eu à un moment donné cette bipolarisation de la conférence épiscopale sur des questions politiques, dans un manichéisme souvent assez ouvert entre les pro-Monseigneur Jean Zoua et les pro-Monseigneur Dormont. Donc vous voyez qu'à chaque fois que Monseigneur Dormont arrivait à tenir un discours gênant, on activait, pas qu'on activait, on voyait tout simplement Monseigneur Jean Zoua faire une sortie soit pour démentir, soit pour recadrer en disant que c'est ce qui se vit aujourd'hui, Aristide Mouno, que l'Église ne doit pas se mêler de la chose politique parce que c'est le précaré d'une certaine classe. Et aujourd'hui, nous avons cela, Monseigneur Cléda et Monseigneur Jean Barga qui restent dans ces oppositions latentes. On a vu lorsque le Cameroun préparait ses élections de 2018 et pendant même ces élections, on a vu des positions, ma foi, assez questionnables de Monseigneur Barga qui, en fait, était coloré d'une certaine riposte de la part du régime. On a vu à un moment donné Monseigneur Barga tenir un discours pacifiste en rejetant en fait tous les discours qui veulent faire réveiller les Camerounais, que le Cameroun est un pays de paix, et ainsi de suite. On a confié notre société à la Vierge Marie et tout ça. Donc vous voyez que ce sont des choses qui ont toujours existé. Et Douala s'est toujours positionné, l'archevêché de Douala s'est positionné à l'ère du retour au pluralisme comme ce pôle de l'opposition à l'intérieur de l'Église catholique, et Yaoundé est resté dans son confort de pro-régime. Et Monseigneur, le cardinal Toumi, a su tenir en fait une certaine vie décomplexée vis-à-vis de certaines personnalités. Léopold le relevait tout à l'heure lorsqu'il avait à parler des choses de la nation. Il ne passait pas par le discours dormant de l'Église catholique ou alors de l'Église en général, parce qu'il faut dire que ce discours n'est jamais proactif. Ça veut dire que lorsque les problèmes commencent, on ne voit pas l'Église, mais c'est lorsque on se rend compte que la situation est en train de vouloir dégénérer que l'Église arrive en pompier. Et pourtant, on veut une Église assez avant-gardiste. Et le cardinal Toumi représentait cette Église avant-gardiste. Je pense qu'il a été... je vais retrouver l'un de ses derniers propos accordés à Jeune Afrique. Il disait qu'il faut que le parti au pouvoir ne gouverne pas en pensant qu'il sera là éternellement. Il doit écouter les voix de l'opposition, écouter la jeunesse, sinon ça va exploser. Ça, c'est... Et nous sommes là en mars 2016. Mars 2016, autour de septembre 2016, nous avons la crise anglophone qui déclenche. Donc vous voyez qu'il n'a pas attendu comme les autres, parce que les autres attendent plutôt que la situation dégénère pour venir maintenant identifier les fauteurs de troubles, pour maintenant jeter ceux qui revendiquent
en pâture, et pourtant il est important de dire également à celui qui s'accapare en fait de la chose de nous tous de procéder au partage, c'est-à-dire le Vatican national, on lui demande de partager. Or les autres attendent plutôt qu'on procède aux revendications pour venir dire calmez-vous, bon il va vous donner, et pourtant il observait la scène depuis. Donc le cardinal Toumi, c'est ce prélat décomplexé, ce prélat qui était proche des prélats de la théorie de la libération, de la théologie de la libération, c'est-à-dire que ceux-là qui pensent que l'Église ne doit pas se comporter comme des spectatrices, mais plutôt des actrices en fait de la société, parce que l'Église n'évolue pas en marge de la société, l'Église évolue dans la société. Et en Afrique, et au Cameroun en particulier, c'est l'Église catholique au Cameroun qui doit fonctionner suivant les réalités camerounaises, suivant le contexte camerounais avec ses besoins et ses exigences. Or, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Il y a une Église dominante qui veut se comporter comme l'Église catholique en France, comme l'Église catholique en Italie, comme l'Église catholique en Allemagne. Et pourtant, de ce côté, il y a déjà quand même un seuil de développement acceptable. Il y a un minimum qui a été acquis. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire recours à cette ressource pour venir intervenir dans le champ du fonctionnement de la société. Or, dans notre contexte, qu'est-ce qui se passe? On procède à un mauvais mimétisme. C'est-à-dire que le prélat peut être avec vous dans un arrondissement. Vous avez un curé. Il voit comment est-ce que vous vivez dans le noir pendant une semaine, y compris lui-même. Il n'y a pas de l'eau pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, mais il est le premier à aller faire des accolades au maire de la place, aller au deuil de manière un peu sélective, parce qu'il faut dire aujourd'hui qu'on a une catégorie d'hommes de Dieu qui a cette propension à aller beaucoup plus vers ceux qui ont un peu de sous. Donc si vous saisissez par exemple tel évêque ou tel curé pour venir dire une messe à votre deuil, immédiatement, il essaye de calculer, de voir où est-ce que le pognon peut être un peu plus élevé, et immédiatement, il décline votre offre. Donc, il faut dire que le cardinal Toumi est sorti de ce schéma pour se positionner comme l'évêque au Cameroun, comme l'archevêque au Cameroun, le cardinal en Afrique, c'est-à-dire c'est lui qui doit être le berger. Qu'est-ce qu'on entend par pasteur? Pasteur, c'est celui qui suit les moutons en brousse. Oui. C'est celui qui suit les ouailles. Donc, c'est-à-dire qu'il est leur esclave et à chaque fois, il faut qu'il se rassure que son bétail est toujours en bonne santé, se nourrit. Sinon, c'est une perte totale parce qu'il est dans un travail totalement de berger. Donc, il a pris la mesure de cette lourde responsabilité et il s'est trouvé un petit couloir qui lui a permis de partir avec tous les honneurs, de partir avec toute la respectabilité. Monseigneur Dormo, on l'a vu, Monseigneur, le cardinal Toumi, oui. Voilà, on l'a vu prendre des risques. Et Léopold parlait tout à l'heure de la presse à gage qui n'a plus de limites, qui n'a pas peur de la soutane pour des considérations politiciennes, parce que vous n'êtes pas d'accord sur la manière de gérer la cité, immédiatement on peut vous diaboliser et on peut vous traiter de tous les noms. Monseigneur, le cardinal Toumi a été présenté comme un ambazonien. Il y a eu des titres où on présentait le cardinal Toumi comme un ambazonien. Et ce qui est curieux, c'est que il y a une certaine hypocrisie post-mortem. Donc aujourd'hui, des gens qui l'ont traité de terroriste, qui l'ont traité d'ambazonien, sont les premiers à le sanctifier, c'est-à-dire à vouloir le canoniser. Et pourtant, de son vivant, on connaît bel et bien les positions ou alors des mots qu'ils ont eu à formuler à l'endroit de cet homme de Dieu qui n'avait qu'un seul objectif, qui n'avait qu'une seule ambition, c'est de voir le Cameroun debout. Malheureusement, il est parti. Il n'a pas laissé ce pays debout, parce qu'il faut le reconnaître de manière péremptoire. Le Cameroun n'est pas debout du moment où on a des gens qui accouchent encore dans les brousses, du côté du Nozo, du moment où on peut avoir des attentats à n'importe quel moment dans l'extrême nord ou dans le Nozo. Le Cameroun n'est pas en paix et les signaux aujourd'hui sont des signes de détresse. C'est-à-dire que le Cameroun ne rassure pas pour le moment sur le plan sécuritaire, sur le plan économique. Le pays ne rassure pas. Donc, le cardinal Toumi quitte
avec un sentiment totalement mitigé, mais de notre point de vue d'observateur, on peut tout simplement rassurer le prélat du fait qu'il a combattu le bon combat, il a accompli sa mission. Nous osons espérer que des uns et des autres qui sont dans cette hypocrisie essayent de revoir le traitement qu'ils ont alloué au cardinal Toumi et de reconsidérer leur position vis-à-vis des prochains cardinals Toumi. Ok, justement cela, il disait, le cardinal Toumi dit, ceux qui prétendent que je suis séparatiste se trompent. Pourquoi lui coller cette étiquette de séparatiste? Du fait de ses origines, tout simplement? Le Cameroun, selon les derniers sondages que j'ai lus dans une revue américaine, a 38% de catholiques, 24% de protestants, je crois 14% de musulmans. 38%, c'est énorme. Et la voix de Christian Toumi porte. Donc, s'il y a une masse au Cameroun qui pèse, c'est cette masse catholique qui est une église, qui est forte et qui peut être debout comme en RDC. Donc, s'il faut la fragiliser, il faut déjà commencer sur le plan politique à fragiliser ceux qui ont des voix qui portent à l'intérieur de cette église-là. Et c'est dans cette optique-là que je perçois cette précipitation à classer sans honte le cardinal Toumi au rang des terroristes ou des séparatistes ou je ne sais plus quoi. Bien, s'il était terroriste, ça tombe bien. Comment donc comprendre qu'il a été invité au grand dialogue et a présidé toute une commission? Est-ce que les terroristes présidaient la commission? Je n'en sais absolument rien. Notons pour la deuxième chose que le cardinal Toumi, que les gens ne savent pas, c'est un monsieur qui avait fait des études assez poussées. Ce n'est pas le tout venant qu'on a ramassé dans la rue d'à côté. Et qui comprenait, lorsqu'il parlait de l'État, lorsqu'il parlait de politique, il comprenait de quoi il s'agissait. Et le pouvoir à côté, en face, comprenait également de quoi il s'agissait. Donc le combat du régime vis-à-vis de Christian Toumi n'était pas forcément qu'on voulait qu'il disparaisse, non. C'était pour amoindrir, pour rendre sa voix faible, pour ne pas dire à fond et à tonne à la limite. Et dans ce sens-là, je crois que le pouvoir a largement réussi, et parce que, qu'on le veuille ou pas, il a été fragilisé à gauche et à droite, combattu en interne, combattu sur le plan politique, etc. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai entendu des hommes politiques camerounais qui l'ont traité de terroriste, et que jusqu'aujourd'hui, ils n'ont été inquiétés ni de gauche, ni de droite, ni par la même société, puisqu'ils continuent à aller à l'église catholique, ces gens-là. Donc pour moi, et je vois que pour beaucoup de Camerounais, là, le départ de Christian Toumi, c'est un départ, il était âgé 91 ans, on célèbre son départ, nous tous allons tous partir, un jour ou l'autre, il s'en va les armes à la main. Je dis, ce n'est pas pour rien que le président lui a confié, je crois que c'est lui qui l'a fait, la commission, une commission dans le grand dialogue, je ne sais pas trop bien laquelle, c'était quelle commission de réinsertion exactement. Des réfugiés. Oui. Lorsqu'on l'arrête, il était en train de faire partir le fonds de Sceaux de Yaoundé à Kumbo pour qu'il participe effectivement à l'élection régionale, aux élections régionales, en tant que chef traditionnel. C'est pour ça, dans cette mouvance, lorsqu'il est en train de partir, qu'il a été arrêté, lui et les 11 hommes qui l'accompagnaient avec le chef traditionnel. Donc c'est pour dire que c'est un homme qui savait critiquer, c'est un homme qui savait dire oui, mais c'est également un homme qui savait construire. Et très peu d'entre nous savent généralement faire le maillage entre les deux lignes, aller et revenir et rester soi-même. Et Toumi est resté dans cette disposition d'esprit, dans ce qu'il disait comme... Et c'est pourquoi pour moi c'est un modèle. Seulement que je ne suis pas prêtre et que je ne serai pas prêtre. Mais lui, il est resté constant dans sa réflexion et dans ce qu'il disait au pouvoir. Si quelqu'un me dit que le pouvoir ne le consultait pas de nuit, je ne nierai pas. Qu'est-ce que je ne peux pas? Je connais les dirigeants de mon pays, c'est des hommes que vous ne pourrez jamais les tenir du bon bout. Parce qu'ils vous disent non à gauche, ils disent oui à droite. Et en même temps, vous ne faites pas la décision. Ça veut dire que c'est un homme, je crois que même Yaoundé, certainement, même si le plein jour, on disait toutes les mauvaises choses de lui, mais la nuit, certainement, qu'on était en train de l'encenser. On ne saura jamais. Et on sait que Christian, le cardinal Toumi, avait des entrées au Vatican. Il avait des entrées en Afrique. Donc le seul fait, pas le seul fait qu'il était à Douala, surtout chez vous à Douala, le pouvoir cherchait, et je reviens à la question que tu me posais, le pouvoir cherchait à le fragiliser dans son entrée dans l'archevêché de Douala. Est-ce qu'on a réussi? Question, puisque le Cléda est là. On ne peut pas éteindre la vérité.
Vous ne pourrez pas éteindre. L'essentiel du but, c'est que l'Église catholique en RDC, je vais rester à l'exemple que je viens de prendre tout à l'heure, est une église forte, est une église debout dans leur combat de changement politique ou d'alternance au Congo, parce que le Congo a connu le régime Mobutu qui a été plus que tyrannique. Et cela a martelé les esprits. Je ne sais pas si on va dire qu'ils ont été tyranniques ou que bien été tyranniques lorsqu'on parle de Mobutu. Il n'y a pas de comparaison à faire. Parce que dans ce pays, les gens ont tenu le diable par la queue avec le régime dans un pays riche, immensément riche, où la population, vous connaissez les chiens à Kinshasa, où les gens vivaient dans la rue et on ne savait pas où partir. Le riz pouvait être géré de manière clanique. Mais je ne veux pas faire une comparaison entre les deux. C'est pas mon travail ici ce soir. Donc c'est parce que les Congolais marqués au fer rouge ont fait cela. Aujourd'hui, le pouvoir est entré dans l'église catholique, a fragilé Toumi et en même temps a trouvé, en face, je reviens avec mon nom, pour donner à l'archidiocèse de Yaoundé tout ce dont elle veut, peut-être pour fermer sa bouche pour qu'elle ne parle pas trop, mais est-ce que les leaders, les dignitaires de l'église de Yaoundé ont accepté? Je dirais oui. Souvenez-vous, ça il faut le dire, c'est l'histoire retient ça. Et là, je t'ai fait une passe. Lorsqu'il était question, j'étais sur un plateau, j'ai débatté avec un homme politique du RDPC, il y avait des militants du RDPC qui sont allés sur le perron de l'église Notre-Dame de Yaoundé, disant qu'on voulait la... Mais attendez, on les a traités, tous les noms, j'ai dû lui remercier. Oui. Parce qu'ils sont venus sur un perron de l'église, il a fallu que l'archevêque sorte pour condamner. Mais bon Dieu, vous comprenez de quoi les questions? Vous imaginez que Dalé doit faire cela? Je te pose la question. Donc ça veut dire que on nous a stigmatisés au niveau national par les colorations ethniques, les colorations tribales et je ne sais plus quelle autre. Dans l'église catholique, c'est pareil. Il y a les gens qui trouvent qu'il faut rester ancré à la vérité. Et même si l'église était décidée par leur foi commune de rester frontale au pouvoir, on aurait trouvé les artifices pour trouver quelqu'un d'autre, soit dans le nord, soit dans l'extrême nord, soit dans le sud, soit à l'est ou à gauche, pour qu'il en soit ainsi. Voilà, Arsène Mbatsogo, tout le monde le sait, hein, le 5 novembre 2020, le cardinal Toumi a été kidnappé pendant 24 heures, mais pendant qu'il était avec ses hommes armés, il a réaffirmé son opposition à la fermeture des écoles. Il leur a tenu le langage de la vérité. Comment comprendre donc que même après cet épisode dans la vie du cardinal Toumi, l'épisode du 5 novembre 2020, on a continué à le taxer d'ambazonien. Dans tous les cas, ceux qui le taxaient d'ambazonien, le taxaient parce que les vérités qu'il disait les gênaient beaucoup. Et vous savez, le pouvoir de Yaoundé, depuis la passation en 92 jusqu'à ce jour, est resté un pouvoir illégitime. Illégitime. Il est resté illégitime. Parce que quand vous regardez les élections de 84, 88, 92, 97, 2000 et 2004, Tantoumi a été acerbe en termes critiques que ça a été mal organisé. Et ceux qui, justement, qui sont illégitimes, gouvernent avec l'inquiétude et la peur qu'à tout moment, il peut y avoir protestation, soulèvement, comme avec l'opération de désobéissance civile des villes mortes en 91-92, comme avec les émeutes de la faim, et également la peur bleue de la grogne militaire, bien évidemment, le souvenir du 6 avril 84. Donc, Christian Toumi, Yaoundé sait très bien que ce qu'il propose, si c'est appliqué, ça va régler beaucoup de problèmes des Camerounais en général, mais ça va réduire à la plus petite expression la gloutonnerie et la boulimie budgétivore de la caste politique qui tient le pouvoir au niveau de Yaoundé. Parce que Christian Toumi n'est pas en réalité pour la décentralisation. Il a été clair. Il est pour le fédéralisme à 10 États. C'est d'abord un témoin de l'histoire. Il a participé, en tout cas il a assisté, il a suivi de très près, même s'il n'était pas là physiquement, mais il a suivi de très près les assises de Fouman, lorsque l'acte de naissance de la République fédérale a été, bien évidemment, signé. Et Christian Toumi est de ceux qui pensent que depuis ce jour, il y a des choses qu'il fallait améliorer pour que la République fédérale soit un État fédéral fort. Parce que quand vous regardez les anglophones, eux, ils n'oublient pas ça. Le 1er janvier 1960, le Cameroun français proclame son indépendance. Mais le 1er octobre 1961,
D'aucuns vous disent que c'est la réunion des deux États. Mais le deuxième État n'a pas eu l'occasion de savourer son indépendance. Le même jour qu'il accède à l'indépendance, le même jour il accède, il y a réunification. Et c'est celui qui était président du Cameroun oriental qui devient chef de l'État et l'autre devient tout simplement vice-président. John Fontaine n'a pas eu le plaisir, l'honneur de signer un seul décret présidentiel. Ça, c'est resté au travers de la gorge de plusieurs anglophones. Et quand Christian Toumi voit donc la manière dont les choses ont été gérées depuis Ahidjo, en passant maintenant par Biya, il estime qu'il y a beaucoup de réparations à faire. Et c'est pour ça qu'il a toujours été fédéraliste. Or, Yaoundé qui ne croit même pas déjà à sa fameuse décentralisation, nous en avons abordé ce sujet ici parce que c'est entre eux-mêmes qui se mettent les bâtons dans les roues pour qu'il n'y ait pas ce fameux transfert de compétences et des moyens selon les lois que la majorité boulimique obèse du RDPC a voté, ce qu'on appelle le fameux code de décentralisation, mais c'est eux qui ont voté les fameux 15%. Mais jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à s'accorder le violon. On commence par où pour donner quoi à qui? Les conseils régionaux ont été mis sur pied. Maintenant, les mairies ont été votées. On attend l'enfant du statut spécial qu'on a de nos anglophones. L'enfant ne vient pas. Christian Toumi n'y croyait donc pas. Et maintenant, Yaoundé, ayant donc réussi avec des gros pots de vin, avec des grosses gratifications, à amadouer la plupart des autres prélats. Quelqu'un a dit tout à l'heure là, les voix discordantes qui sortent. Yaoundé dit une chose, Toumi et Cléda Douala disent le contraire, tout simplement parce que quand ils ont mangé, Yaoundé a mangé suffisamment. Et maintenant, ils ne peuvent plus parce que si vous me critiquez alors que je suis en train de vous donner la nourriture, je vais vous appeler en back-office pour vous dire, mais attends, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? On comprend clairement pourquoi le prélat de Yaoundé est en opposition avec celui de Douala. Toumi, non, a été l'exemplarité d'un prélat intègre quant à la morale et à la conscience. Parce que si Christian Toumi avait été facile, ou il avait même été corrompu un seul instant, je pense que ce qui a été réservé à plusieurs prélats, comme Plumet, comme Jean Kounou, comme d'autres qui ont été assassinés, parce qu'ils ont réalisé l'inceste Église catholique et l'État en mangeant sur la même table que le diable, en voulant combattre le diable. Le diable a fini par les dévorer tout simplement. Voilà, merci madame, monsieur. On se retrouve après le 20h de Cédric Noufelé, tout de suite, dans un instant, donc, le 20h de Cédric Noufelé. Mais avant cela, une page de pub. Le tour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Léopold Dassi, Aristide Mono et Arsène Batogo. Aristide Mono, il y a cette décision du président de la République qui est tombée. Il se fera représenter aux obsèques du cardinal Toumi par le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Dione Kouté. Quelle symbolique! En fait, je pense qu'il n'y a pas réellement matière à polémiquer parce qu'on sait que dans les usages et attitudes du président, il n'est pas assez très penché vers la présence aux obsèques, y compris de ceux de ses proches. J'ai assisté personnellement aux obsèques du ministre Joseph Charles Ndoumba. Je pense que le président de la République avait en fait toutes les raisons pour prendre part. C'est proche politique ou c'est proche familial, il faut faire la précision. Je dis ceci dans les usages du président de la République, il ne prend pas part aux obsèques de ses proches politiques peut-être. Voilà. Parce que nous sommes dans la... Quand c'est sa famille. Non, parce qu'en fait, lorsqu'on parle du président de la République, on ne parle pas de sa famille. Je pense que c'est un domaine strictement privé. Oui. Ce qui nous intéresse, c'est la partie mystique de la personne, c'est-à-dire président de la République et non monsieur Biam, Vondo et autres. Donc je pense que ce n'est pas une surprise. On a vu des gens comme... les ministres réunis au ONA, le président de la République n'est pas parti. Donc je pense, c'est pas avec... Marc-Vivien Foué. Marc-Vivien Foué, c'était de façon exceptionnelle, mais dans ses habitudes, vraiment, il n'est pas trop fan des obsèques en général, donc, en tant que président de la République.
Et je pense qu'il n'allait pas déroger à cette règle pour ce qui est du cardinal Toumi. Donc je pense pour moi honnêtement qu'il n'y a pas matière à polémiquer sur la question. Sinon on se poserait la question de savoir pourquoi chez Toumi et pourquoi pas chez Charles Ndoumba, qui a été présenté comme l'un des témoins de la passation de pouvoir entre le seul témoin physique de la passation de pouvoir entre le président Ahidjo. Non, ma question c'est surtout au niveau protocolaire. Tu vas représenter par le Premier ministre, chef du gouvernement. Effectivement, au lieu d'envoyer peut-être un ministre, comme on a vu, c'est effectivement. Donc vous voulez mettre en fait une emphase sur la carrure de la personnalité qui a été choisie et non sur l'absence du président. Au niveau de la carrure, je pense que c'est mérité vraiment pour le cardinal Toumi. Il faut rappeler que au-delà de son identification à la nation camerounaise, il reste l'un des cardinaux les plus réputés d'Afrique. Il a eu à prendre part à l'élection de Benoît XVI, donc il a pris part à ces conclaves. Donc ça veut dire qu'au niveau de la représentation africaine, le cardinal Toumi reste quand même l'une des têtes les plus couronnées, et je pense qu'envoyer le Premier ministre, ce n'est qu'un retour d'ascenseur au regard de sa forte personnalité, à la fois ici au Cameroun et en Afrique. Voilà, de Paul Dassi, d'abord, sur cette présence du Premier ministre à Douala demain. Je pense que cela est tout à fait à la dimension de l'homme. Envoyer le Premier ministre, comme tu dis tantôt, ça prouve que le président Biya aurait pu aller lui-même, si tant il est vrai que c'est dans ses usages, comme disait tout à l'heure Mono. Le cardinal Toumi qui s'en va, représenté au plus haut sommet de l'État, traduit, comme nous le voulions ou pas, la dimension de l'homme sur la sphère politique et dans la sphère religieuse de notre pays. Mais restons dans la sphère politique, parce que je le veux, que je le dise ou pas, les prises de position du cardinal ont fait de lui un homme politique tout entier. Il faut le dire clairement comme ça, parce que l'homme politique au Cameroun ne pouvait pas réfléchir, mettre les pions en jeu, pousser les pions sans penser à ce que cela ait la réaction du Christian Toumi. Non, c'est impossible. Et surtout, depuis 2016, avec l'avènement de cette crise sécessionniste dans le Nord en 2016. Donc, je pense que le président, en envoyant le Premier ministre, dit cela de manière ou d'une autre, que c'était un acteur politique de premier plan. C'est un homme qui a aimé son pays. C'est un homme qui, étant à l'église, a influencé également, je crois, dans le bon sens des choses, pour que le pays retrouve la paix, même si depuis 2016, on espère cette paix qui tarde à revenir. Donc le président, en envoyant son Premier ministre, on peut se réjouir de cela déjà, car c'est qu'on le veut ou pas, c'est une reconnaissance tacite, à mon sens, de la dimension de l'homme politique. Au Cameroun, ce n'est pas à tous les deuils que le président de la République envoie le Premier ministre, lui qui le représente généralement à l'extérieur dans les cérémonies officielles. Donc c'est comme si lui-même, connaissant les habitudes et les coutumes de l'homme, était présent à quelque niveau que ce soit. Maintenant, on attend de voir dans cette cérémonie-là ce qui sera dit, ce qui sera posé comme acte majeur par rapport à cet homme-là qui est tombé dans les mains de la mort. C'est le chemin de tous les hommes sur la terre. Il était en train de faire la paix dans le pays. Et donc, le président de la République, certainement, reconnaît lui aussi que c'est une perte. Je crois qu'ici, lorsque le président Toumi est mort, il y a un homme politique, je ne vais pas citer son nom ici, c'est la mort subite la mort subite du grand dialogue. Parce que beaucoup voyaient que le grand dialogue national était construit autour de cette personnalité. Parce que, qu'on le veut ou pas, le grand dialogue national est né dans le sillage de la Third Anglophone Conference qui n'a pas eu lieu. Le pouvoir a certainement préféré organiser en lieu et place de la Third Anglophone Conference le grand dialogue national. C'est comme ça que beaucoup de politiques perçoivent cela. Donc demain à Douala, ce sera dit au revoir à Dieu, un homme politique et un homme de Dieu qui s'en va. Il est dignitaire ici, dignitaire de l'autre côté. Et je pense que c'est un modèle pour beaucoup d'hommes sur la terre, pour beaucoup de chrétiens également. Voilà, Arsène Mbatogo, vous également, votre appréciation sur cette présence du Premier ministre à ses obsèques, du cardinal Toumi? Alors, pour moi, la présence du Premier ministre à ses obsèques... comme représentant personnel du chef de l'État. Oui, c'est beaucoup plus au niveau
de préséance et protocolaire. Je ne vois pas la coloration politique réellement. Parce que au niveau de la graduation, au niveau échelonné, le cardinal est le premier, le plus haut niveau, le plus haut grade de l'Église catholique au Cameroun. Parce que si on pouvait parler des chefs, le cardinal est au-dessus de tous les évêques. Oui. Qu'on soit archevêque, qu'on soit évêque, il est au-dessus. Et je ne sais pas ses rapports avec le nonce apostolique, s'il n'était pas émérite, je ne sais pas qui serait devant qui, quand on sait que ce sont les cardinaux qui élisent le pape. Et Christian Toumi faisait partie du collège électoral de l'élection des papes. Non, ce n'est que le représentant du Vatican. Voilà, lorsqu'il était encore en fonction. Oui. Donc vous dites donc que c'est quand même le sommet, c'est quand même le sommet de l'Église catholique qui s'en va. Voilà. Il est donc même bon. Oui. C'est en retraite depuis un pasteur ne va jamais en retraite en réalité. Un pasteur ne va jamais en retraite. Et il le dit dans ses interviews que même s'il est retraité, il continue à faire quelques tournées. Donc, pour moi, c'est cette équivalence-là. Parce que c'est le sommet de l'Église catholique. Et l'Église catholique, on connaît sa structuration. Elle est à la fois un État et une Église. Parce que quand on parle du Vatican, le Vatican, c'est l'Église catholique. Le Vatican, c'est un État. Donc, Toumi est aussi un ambassadeur d'une certaine, si on peut appeler civilisation, d'une certaine culture, parce que l'Église catholique n'est pas née au Cameroun, donc il est un haut commis, un haut représentant, parce que même si le nom apostolique est ambassadeur, c'est le Vatican qui nomme les cardinaux, qui nomme les évêques, donc sous ce prisme-là, qui fait les évêques. Donc on les nomme ou on les élève, en tout cas le langage technique catholique, peu importe. Donc sous ce prisme-là, c'est une personnalité, même diplomatique. Quand on est cardinal, c'est une personnalité diplomatique. Donc c'est de mon temps que le chef du gouvernement, qui est sur le plan protocolaire de l'État, je crois la 4e personnalité, puisse pouvoir représenter, et puis maintenant, chef du gouvernement, on comprend, puisse représenter le président de ce côté-là. Il y a toute la symbolique. Il y a également l'autre symbolique qui voudrait que, en tout cas dans ma lecture, parce que seulement la simple présence du cardinal Christian Toumi au dialogue avait apporté une certaine caution morale, une certaine crédibilité. Sauf que ceux qui ont organisé le grand dialogue se sont trompés réellement sur la personne. Parce que cardinal Toumi n'était pas quelqu'un à prétendre corrompre, même moralement, je ne parle pas du matériel financier. Sa participation au grand dialogue était loin de cautionner l'idée de la décentralisation, le rejet du fédéralisme. Pour lui, dans ma lecture, c'était en tant que serviteur. Un homme qui apporte tout ce qu'il a pour que la paix revienne au Cameroun, parce qu'à ce moment et jusqu'à présent, la crise, le sang coule. Donc pour lui, il est beaucoup plus venu dans cet esprit-là, pour que si au moins ces assises peuvent accoucher quelque chose qui pourrait amener la paix. Or, on a présenté, on a vanté, on a médiatisé sa présence comme toute la grande caution à ce grand dialogue qui avait une coloration une forte coloration de décentralisation absolument, parce que quand on parle de fédéralisme, ça veut dire qu'on devait aborder la forme de l'État, mais on n'a pas abordé, pas du tout. Mais il y en a des gens quand même qui ont jeté la pierre dans le pavé dans la mare pour que la question, qu'elle soit plus ou moins présente, même si elle n'a pas fait l'objet de discussions officielles. Donc, pour moi, la présence du Premier ministre à ces obsèques est une affaire de protocole. Et pour dire aussi, en sortant, peut-être pour rire, mais c'est la vérité, un ouf de soulagement pour le gouvernement, parce que quelqu'un d'une telle carrure, qui disait des vérités très gênantes, et qui s'en va, qui va prendre la relève, est-ce que Cléda pourra peser aussi de ce poids-là? Est-ce qu'il va prendre le ton? Est-ce qu'il va maintenir la dynamique? Il va maintenir le rythme, la clarté et la perspicacité avec laquelle Toumi abordait les questions de société, les questions politiques dans le gouvernement. Il va aussi au plus haut niveau pour avoir des discussions en dessous avec tout le clergé catholique qui sera là pour dire que, bon, Toumi est parti, c'était un anglophone, c'était ceci, cela, alors il faut rouler doucement. Donc pour moi, il y aura tout de suite une diplomatie de l'ombre qui va se tenir quand le Premier ministre est là. Tous les ministres qui sont donc ses proches collaborateurs, ils vont devoir discuter pour que
l'Église catholique ralentisse l'accélérateur pour qu'il n'y ait pas de relève aussi rapide sur cette dynamique-là. Voilà, on parle justement du grand dialogue depuis quelques minutes. Aristide Monod, dites-moi, on sait, vous l'avez tous relevé, le cardinal Toumi a participé à ce grand dialogue. Pour Aristide Monod, c'était même une espèce de caution pour le gouvernement. Arsène. Voilà. Oui, Arsène justement. Oui, vous l'avez dit. Le cardinal Toumi qui s'en va aujourd'hui, alors qu'on parle de plus en plus d'implémenter les recommandations de ce grand dialogue. Et avec sa disparition, est-ce que de ce côté-là, on aura du mal au regard de la carrure du cardinal Toumi? Est-ce qu'on va trouver quelqu'un d'autre qui peut, je vais le dire comme ça de manière prosaïque, pousser le gouvernement, quelqu'un d'autre pourra pousser le gouvernement à implémenter ces recommandations? Quelqu'un de la carrure du cardinal Toumi. Avec votre permission, j'aimerais revenir sur un petit point au sujet des transactions politiques qui ont été souvent entretenues par le président de la République avec des acteurs qui publiquement ne semblent pas être favorables à sa politique. Il faut dire que sur ce point, quand même, il y a une certaine flexibilité dans la manière de faire du président de la République. C'est un président des transactions. Oui. Maintenant, il faut que le rapport de force soit vraiment assez dosé pour que la transaction soit totalement décelée. Je vais revenir sur un cas simple concernant le cardinal Toumi avec l'autorisation, ou alors je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça dans le milieu de la presse, lorsqu'on veut créer une radio. On vous accorde une licence, je pense, et vous savez qu'il y a eu toute une polémique autour de la création de Radio Veritas. Et, il a donc fallu des transactions à un moment donné au regard de ce qui a été écrit par le SGPR de l'époque, M. Atangana Mabara. Il dit clairement que ce sont des choses qui se sont passées lors d'une cérémonie religieuse du côté, je pense, d'un volier où le président de la République et le cardinal Toumi ont eu à faire en tout cas à se reconnaître quelques civilités et tout. Et après, il y a eu cette autorisation qui est sortie et pourtant le dossier était bloqué depuis. Donc c'est pour dire qu'il y a toujours ces considérations, même si au niveau de la scène, on peut toujours voir une certaine animosité, une certaine inimitié. Maintenant, pour ce qui est du grand dialogue national, en tout cas de la crise anglophone de manière un peu globale, il faut préciser que le cardinal Toumi déjà était un prototype de l'anglophone camerounais, pas l'anglophone nigérian, mais l'anglophone camerounais. C'est-à-dire qu'il a en plus de ce qu'il a acquis comme expérience pendant tout son vécu, le cardinal Toumi est resté dans la position de l'anglophone moyen. C'est pourquoi je parle de l'anglophone camerounais. L'anglophone camerounais, c'est celui qui reconnaît, pour ce qui est de la forme de l'État, le fédéralisme. L'anglophone camerounais, c'est celui qui intègre la question de la marge. Savoir est-ce que ce qui se passe dans le nord-ouest en termes de mismanagement n'est pas la même réalité chez les francophones, mais les anglophones répondaient tout simplement qu'on ne vous empêche pas de pleurer, on ne vous empêche pas de manifester. Voilà. Donc, c'est donc le prototype de l'anglophone camerounais et il a porté en fait cette stature, cette casquette jusqu'au dernier jour de sa vie. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai été vraiment surpris par le décès du cardinal parce que je pense 2 semaines avant, il était en train de se faire introniser quelque part à l'ouest. Donc, moi, je ne sentais pas vraiment la mort arriver. Donc, c'est un monsieur qui est resté jusqu'au boutiste. Malheureusement, il a été incompris. Voilà. Et il n'a pas également achevé, comme je l'ai dit en première partie, son œuvre. Il a été incompris parce qu'à un moment donné, on lui a prêté beaucoup d'intentions politiciennes. On a cru à un moment donné qu'il était en train de vouloir empiéter sur des portions qui étaient des propriétés de quelques Camerounais. Pour nous autres qui sommes vraiment adhérents de sa démarche, il faut dire, pour ce qui est de la résolution de la crise anglophone, nous avons toujours pensé qu'il fallait d'abord une première assise intra-anglophone et une deuxième assise nationale. Et le cardinal Toumi était le porteur, ou alors le porte-étendard de cette démarche, c'est-à-dire une all-anglophone conference, question de déterminer déjà les problèmes
dominant des anglophones, déterminer le leadership dominant anglophone, parce qu'il se posait toujours la question de la représentativité, qui allait représenter les anglophones, qui parle même au nom des anglophones, est-ce qu'il y a eu la légitimité nécessaire, et le cardinal voulait donc organiser quelque chose entre les anglophones pour qu'on détermine déjà les questions dominantes et maintenant le leadership dominant pour arriver au niveau national et poser de manière franche et véritable le problème anglophone. Malheureusement, il a été incompris. Pour ce qui est du grand dialogue national, il est arrivé, je suis convaincu qu'intérieurement, il savait qu'il participait à quelque chose qui n'allait pas connaître un aboutissement vraiment heureux, parce qu'on sait déjà que le casting des congressistes ne répondait pas vraiment à l'exigence d'efficacité de ce qui était en train de se projeter. Donc, du moment où on n'a pas les partis adverses, c'est-à-dire les leaders sécessionnistes, du coup, on est dans un monologue. Mais il a voulu peut-être sauver son image pour qu'il ne soit pas pointé comme celui-là qui veut faire obstruction à tout projet de résolution de la crise anglophone. Maintenant, pour répondre directement à votre question, pour ce qui est donc de l'héritage, qui va donc porter en fait ces espoirs qui étaient posés sur... qui va pousser le gouvernement à implémenter toutes ces recommandations. Je pense que là, c'est très compliqué. Si on n'a pas pu écouter un cardinal, je vois mal un évêque ou un archevêque s'en sortir dans ce type de manœuvre. Je pense plutôt qu'il faut laisser la société civile et la société civile de manière un peu globale et peut-être des acteurs internationaux continuer le job, mais faire reposer la chose sur un individu, ça serait un peu très compliqué parce qu'on n'a pas un cardinal Toumi en 2 jours, en 2 ans ou en 3 ans. C'est toute une construction et c'est une construction qui s'étale pendant des années. Alors, est-ce qu'il faudra donc attendre le nombre d'années parcourues par le cardinal Toumi pour avoir notre Toumi? Or, entre-temps, la guerre ne fait que continuer dans nos eaux, on ne fait que comptabiliser les dégâts. Je pense que maintenant, il faut que la société civile qui reste aujourd'hui orpheline comprenne qu'il est temps peut-être de produire davantage d'efforts pour égaliser, pour remblayer le vide qui est désormais laissé par cette disparition du cardinal Toumi. Voilà, dernier tour de table. D'abord, Léopold Daci, il y a le terme qui revient très souvent, s'agissant du cardinal Toumi, incompris, tiraillé entre et le pouvoir et les sécessionnistes. C'est ce que vous retenez de l'homme? Il est resté incompris jusqu'à la fin, jusqu'au 3 avril 2021? Je pense qu'avant de quitter ce monde des mortels, il a fait un effort de réconciliation avec lui-même et avec les siens. C'est l'analyse qui me revient et que je garde à l'esprit, et c'est pour moi un modèle, parce que nous devons, en tant que chrétiens, apprendre à compter nos jours. Chaque jour qui passe, il faut savoir qu'on se rapproche de l'échéance ultime. Hein? Alors, quand je regarde M. Toumi, disons que pour la crise anglophone, il avait 3 désidérata qu'il avait mis sur la table. 1, il demandait à l'État du Cameroun de revenir à l'état de fédération, la situation en 72. Ça veut dire qu'il fallait revenir à ce qui était fait en 61 jusqu'aux années 72. De 2, ça veut dire d'après ce qu'il avait décompté sur le terrain, il demandait à l'État du Cameroun d'appliquer à tout au moins la Constitution de 96 dans son intégralité. Et 3e point, et cela a été connu, il a dit et répété plusieurs fois, les anglophones reconnaissaient qu'il y avait une tentative ou une volonté de franconisation des anglophones. Ça, c'est les 3 points qu'il était mis sur la table à tout moment et qui revenaient, qui tournaient en boucle. Sur ce point, je crois que lorsqu'il a laissé toutes ces exigences et a allé à la conférence, au grand dialogue, à la messe du grand dialogue national, c'était déjà pour lui une façon de se réconcilier avec le pouvoir avant de quitter ce monde. C'est tellement qu'il a compris que le temps était venu pour lui et qu'il ne fallait pas qu'il quitte ce monde en désaccord avec le pouvoir politique. Je n'en sais pas trop bien, je peux me tromper en pensant comme ça, parce qu'il voulait la paix, à défaut de ce que nous avons demandé en voulant faire un rassemblement dans le 3e Anglophone Conference. Là, n'a pas marché. Allons-y donc pour essayer avec le grand dialogue, on verra ce que cela va donner. Il y est allé. Bon, maintenant, posons-nous des questions avec des résolutions qui sont sorties de là. Qu'en a-t-on fait? Laissons le temps à l'histoire de répondre à cette question parce qu'elle est là.
Deuxième chose que je retiens de Cardinal Toumi, et qui est pour moi un modèle en tant qu'humain et appelé à mourir, vous allez voir qu'il a servi l'Église catholique toute sa vie durant. Regardez, on en a évoqué tout à l'heure avec mon nom, il est parti vers les siens, il est rentré dans les cadres traditionnels, vous le voyez en manteau, en tenue traditionnelle dans le Nord-Ouest, certainement pour lui, une façon de se réconcilier avec son peuple avec qui il a servi. J'ai écouté les naïfs, ceux qui ont l'esprit errant, dire qu'il a tourné le dos à l'Église catholique, mais que non, il s'est réconcilié certainement d'une manière ou d'une autre pour montrer à ceux qui étaient avec lui et qu'il pensait qu'en portant la soutane, on n'est pas un homme. Il faut à tout prix faire des enfants pour être un homme. Il leur faisait comprendre quoi que portant la soutane. C'est comme ça que je comprends. Quoi que portant la soutane, je suis avec vous. Et de ce que vous aimez, de ce que vous appréciez, je le fais pareillement. Et c'était son combat au quotidien. Donc lorsqu'on le voit en train de porter les tissus du Nord-Ouest, le Ndob, etc., en train de prendre l'arbre de paix, en train de boire du vin de palme ou de raffia, c'est souvent comme cela qu'on dit dans le Nonozo, à Kumbo précisément. C'était une façon de se réconcilier avec les siens autour de lui. Bon, maintenant la question, est-ce qu'on a compris qu'il a voulu se réconcilier? Mais bien sûr. Et là, je reviens maintenant vers lui, c'est pour dire que si le président Biya envoie le Premier ministre le représenter, c'est à dessein. C'est parce que précisément il a compris que ce grand homme, il a dû faire des concessions, il a dû mettre de l'eau dans son vin pour que la paix revienne au Cameroun, même si de côté de Yaoundé, les acteurs principaux n'arrivent pas à jouer le rôle essentiel qui est le leur, de venir appliquer ce qu'on se dit en ensemble dans le grand dialogue national. Chacun rendra compte à l'histoire, ça c'est clair, puisque Toumi n'est plus là aujourd'hui pour défendre. Tu as dit, est-ce qu'il va continuer? Moi je pense qu'il y a les clés qui sont là, je ne peux pas nier ça. Moi je suis de la société civile, je suis le messager, nous combattons du côté du peuple, nous combattons du côté du faible. Quand le gouvernement fait ce qui est bien, on dit que c'est bien, mais quand c'est pas bien, et c'est régulièrement le cas, on dit que c'est pas bien. Et je crois que Cléda porte aussi bien cette voie-là, et notre vœu, c'est qu'il continue dans le sens ouvert par le cardinal Toumi, non pas pour jeter la guerre, mais pour que la paix revienne définitivement dans ce pays. Voilà, on termine avec vous, Arsène Batogo, le cardinal Toumi. L'incompris, pour vous également? Pour moi, ce fut une grande force de proposition pour que le Cameroun se développe de manière globale dans la justice et l'équité. C'était une grande force de proposition. Les espoirs incompris, peut-être dans le sens où il se retrouve à cheval entre deux positions complètement radicales. Oui. On a le régime qui est État unitaire, décentralisé, indivisible. De l'autre côté, les séparatistes qui veulent leur république d'Ambazonie, alors que lui il dit, pour régler ça, revenons à la forme unitaire, à la forme fédérale de 1961. À ce niveau, donc, il était certainement incompris. Mais en réalité, je retiens cet homme comme un réel fils de l'homme qui est venu pour servir. Et sa participation à ce grand dialogue, c'était une forme, pas pour moi de réconciliation, parce qu'il était en conflit avec personne. Il était juste défendeur de la vérité. C'était une façon de dire au revoir, pour dire, depuis presque 20 ans, j'ai prêché et j'ai parlé, j'ai défendu, voilà ce que j'ai proposé. Je vous laisse avec le destin du Cameroun. Et cette tournée également, c'était pour moi une tournée de revoir, pour dire, autant il a servi l'Église catholique dans l'africanitude, comme voulait le pape Jean-Paul II, autant il a également servi son pays comme un Camerounais et un anglophone. C'est pour ça qu'il n'a pas refusé d'aller servir à Maroua, d'aller servir à Garoua. Il n'a pas refusé lorsqu'il a été affecté à Douala, lorsqu'il y avait des problèmes anglophones. Il a voulu rassembler ceux qui sont ses frères du village pour former un seul rang et venir discuter avec les autres frères, l'autre côté du Mungo. Donc, de ce côté-là, on va étudier Cardinal Christian Toumi dans l'histoire politique du Cameroun. On comprendra qu'il était un avant-gardiste parce que plus tard, lorsqu'on va se bloquer, parce qu'on est allé droit vers le mur, les espoirs du grand dialogue sont en train de s'estomper pratiquement parce qu'il n'y a plus cette pression pour qu'on puisse pouvoir les implémenter. On va regretter le cardinal Toumi, il a été une force de proposition, tout comme certains partis politiques comme le MRC sont des forces de proposition, refusant toute compromission, refusant toute tentative de corruption jusqu'à la mort. Merci Arsène Batogo, je retiens surtout, c'est Aristide Mono qui a dit, le cardinal Toumi, c'est l'anglophone camerounais. Voilà. Merci Aristide, merci Léopold. C'est un plaisir. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce premier numéro Equinox Soir depuis Yaoundé. Bonsoir en Colbison.